Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite du cours d'induction qui concerne donc le premier chapitre d'induction, donc champ magnétique, moment magnétique et force de la place. Alors, pour l'instant, on a vu que ce qui allait avoir une influence sur les charges électriques en mouvement, c'était un champ magnétique qui permettait de dévier leur trajectoire via la force de Lorentz. Donc ça, on le rappelle, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en mécanique. Donc la force de Lorentz, magnétique, F, qui va s'exercer ce sera le produit de la charge Q en mouvement fois la vitesse V, le vecteur vitesse V donc dans le référentiel d'étude, vectoriel, le champ magnétique B. Donc ici on obtient la force de Lorentz magnétique s'exerçant sur une particule chargée en mouvement. Donc on rappelle que Q est en coulomb, V en mètres par seconde dans le système international et B en Tesla. Ok. Et donc on rappelle aussi une chose sur cette force de Lorentz, une chose que l'on sait, c'est que la puissance de la force de Lorentz magnétique transmise à la charge, eh bien ce sera QV vectoriel B scalaire V la vitesse de la charge. Et donc ici, eh bien globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la force de Lorentz magnétique est associée à une puissance nulle. Donc, la force de Lorentz magnétique ne peut pas faire varier l'énergie cinétique des charges, car la force QV vectoriel B est forcément orthogonale à V. Alors, maintenant on va voir que l'ensemble des forces de Lorentz magnétique qui s'exercent sur les électrons en mouvement dans un conducteur, ça va nous donner une force globale qui va permettre de mettre en mouvement le conducteur. Alors c'est assez simple à comprendre, finalement. L'idée, c'est qu'on va avoir dans un conducteur des électrons qui sont en mouvement, en remontant le courant électrique. Donc ici, je vais représenter une sorte de zoom sur un conducteur. Donc ce zoom sur le conducteur va permettre de faire apparaître des électrons qui se déplacent tous dans une direction donnée. Donc on sait que c'est les électrons mobiles qui assurent le passage du courant dans un conducteur. Et ce sens de passage est contraire au sens de l'intensité I. Alors ça, on rappelle que l'intensité I est comptée positivement comme étant le sens de déplacement de charges positives hypothétiques qui bougeraient dans le circuit électrique. Alors, ici, si on plonge les charges dans un champ magnétique B, eh bien on sait que la force de Lorentz magnétique qui s'exerce sur chaque charge, ce sera QV vectoriel B. Donc, ici, ce qui va se passer, c'est que si on utilise la règle des 3 doigts de la main droite, V vectoriel B qui donne F, V vectoriel B qui donne F, donc ici F qui donnera moins E, la charge de l'électron, fois V vectoriel B, eh bien, on va obtenir que V vectoriel B est dirigé vers la droite ici. V remonte vers le haut, B sort vers nous. V vectoriel B vers la droite, donc la force de Lorentz ira vers la gauche. La force de Lorentz exercée sur chaque électron. Si les électrons sont déviés vers la gauche, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que la densité de charge dans le conducteur va devenir dissymétrique. On va avoir les électrons qui s'accumulent, ici, avec la configuration que j'ai représentée, sur la gauche du conducteur. Seulement, le réseau d'ions positifs chargés positivement, donc le réseau de cations
constituant le métal, ne peut pas rester sans réagir face à cette accumulation de charges négatives sur la gauche. Donc là, on va avoir accumulation de charges positives sur la droite, accumulation de charges négatives sur la gauche, avec chaque électron qui se retrouve dévié d'un côté. Et donc ici, eh bien, la déviation des électrons d'un côté va créer en quelque sorte une aspiration des charges positives initialement fixes qui constituaient le conducteur. Et cette aspiration des charges positives constituant le conducteur va créer une force globale sur le conducteur. Donc ici, les charges positives qui étaient initialement immobiles vont se mettre en mouvement. Et donc c'est cette mise en mouvement là qui va être traduite par ce qu'on appelle la force de Laplace et qui va être illustrée par l'expérience des rails de Laplace. Alors, on va essayer d'expliquer rapidement comment ça fonctionne. Alors ici, on va lire une petite vidéo qui va vous montrer l'expérience historique des rails de Laplace. Alors, je fais une petite transition. Hop, et je lance la lecture de la vidéo. Alors, ici, on n'a pas besoin du son. Donc ici, le montage de l'expérience des rails de Laplace, on va faire des pauses quand nécessaire, ça va être, alors, les rails de Laplace, donc ici, deux rails conducteurs en cuivre. Ici, un aimant qu'on va appeler anticonal. C'est un petit peu la même chose qu'un aimant en U. L'objectif, c'est de créer un champ magnétique uniforme. Et au milieu, ici, un rail mobile constitué de cuivre également. On alimente ce dispositif avec un générateur de puissance. Et donc, on va voir un petit peu comment on fait fonctionner le tout. Donc ici, hop, vous avez l'aimant, pôle nord, pôle sud. Donc ça veut dire que les lignes de champ vont sortir du pôle nord pour rentrer dans le pôle sud. Et donc la barre mobile qui est posée sur les rails va être plongée dans un champ magnétique. Alors, ensuite, on alimente le circuit avec un générateur. Puis on met sous tension le générateur. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé. Le rail s'est déplacé dans un sens donné, quand le courant passe dans un sens donné dans le circuit. Si on inverse le sens du courant, là, vous voyez, le branchement a été inversé, on inverse aussi le sens de déplacement du rail mobile. Alors, faites pas attention aux fautes de français, j'ai volé la vidéo sur YouTube, il y a quelques petites fautes qui se glissent sur les commentaires qui déroulent. Mais la vidéo de l'expérience en elle-même est assez intéressante. Alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé un petit peu vite en besogne, on n'a pas eu le temps de bien voir, hop, je reviens en arrière. Alors, mettons pause. Avant, le pôle nord de l'aimant était situé au-dessus et le pôle sud en dessous. Là, les pôles ont été inversés. Si les pôles sont inversés, ça veut dire que j'inverse le sens du champ magnétique. Et donc, si j'inverse le sens du champ magnétique et que je mets le montage sous tension avec la même mise sous tension qu'initialement, je vois que le sens de déplacement est inversé. Ce que je peux conclure de l'expérience des rails de Laplace, c'est que le fait de plonger un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique va créer une force globale sur ce conducteur. Si je m'intéresse à ce qui se passe microscopiquement, eh bien je constate que cette force est liée au fait à la somme des forces de Lorentz qui s'exercent sur les électrons. Et donc si tous les électrons sont déportés d'un côté, eh bien ils vont à la fin forcer le conducteur à se déporter de ce côté-là. Donc ici, si on résume l'expérience des rails de Laplace, donc on va avoir un conducteur mobile posé sur deux rails fixes, un générateur, et donc ce que l'on a vu, eh bien c'est que le sens
de déplacement du conducteur dépendait littéralement du sens du champ magnétique et du sens du courant. Alors, si on résume un petit peu ici, sur le schéma que j'ai représenté à ce niveau-là, eh bien on constate que si le champ magnétique vient vers nous et que l'intensité est vers le bas, eh bien la force globale qui va s'exercer, que je vais appeler F et représenter en vert pour l'instant, sera une force qui va déporter le conducteur vers la gauche. Si j'ai un champ magnétique vers le bas et un courant vers le haut, ici, vous voyez que la force va aussi être dans le même sens. Donc on va avoir dans l'idée qu'il y a sûrement une notion de produit vectoriel derrière tout ceci. Et en effet, eh bien, ce qu'on va appeler force de Laplace qui s'exerce sur un élément de conducteur de longueur dl parcouru par le courant d'intensité I et plongé dans le champ magnétique B, eh bien, ce sera donné par F de Laplace. Alors, si on considère que c'est juste un élément de longueur dl, ce sera un élément élémentaire de force. Donc, ce sera IDL vectoriel B. Donc ici, on voit que les trois éléments ici suivent la règle des trois doigts de la main droite. Alors, vous voyez, la force, alors dans l'ordre I, B et la force vont former un trièdre direct. Main droite avec un E, ce sera mieux. Alors, retenez ça très simplement. On commence par F au niveau du majeur. Je vous laisse deviner pourquoi. Pensez à un terme anglais relativement peu châtié. B pour le champ magnétique et I. Et l'ensemble des trois, ça fait FBI. Rien à voir avec le Federal Bureau of Investigation. Bon. Je n'ai pas trouvé mieux comme moyen mnémotechnique, et je m'excuse d'avance auprès de tous les enseignants d'anglais. Alors, ici donc, finalement, la force de Laplace qui va s'exercer sur un élément de conducteur de longueur dl parcouru par un courant d'intensité I, eh bien, ça va être une force qui sera perpendiculaire à cet élément de conducteur et perpendiculaire au champ B. Alors, on revient sur les deux exemples précédents. Donc, sur l'exemple ici, vous voyez que si j'associe au majeur la force B qui va vers le bas, B qui va vers le bas ici. Donc là, ce sera sur l'index. Eh bien, j'ai bien I qui va être le long du pouce. Donc là, ça va être cohérent. Même chose sur le schéma, sur le côté ici. Je vous invite à tester en faisant un petit peu de gymnastique devant votre écran d'ordinateur. Alors maintenant, on va démontrer le résultat. Et ce qu'on va démontrer, eh bien, on va démontrer que la force de Laplace, c'est la résultante des forces de Lorentz qui s'exercent sur les électrons en mouvement du circuit. Alors, on va commencer par rappeler la définition de l'intensité électrique. On sait que I, c'est dQ sur dt. Ça, c'est par définition même de l'intensité. Et ici, on peut l'appeler moins E dN sur dt, avec N, le nombre d'électrons passant dans une section droite de conducteur par unité de temps. Donc au fait, là, on vient de dire finalement que I, c'est un débit de charge. Couplé à cette définition de l'intensité, on va resituer l'expression de la force de Lorentz. Si je plonge
le conducteur dans un champ magnétique, la force de Lorentz magnétique exercée sur un électron, ce sera moins E fois vitesse de l'électron vectoriel, le champ magnétique B. Exercé sur dn électrons, je vais avoir la force de Lorentz magnétique sur dn électrons qui va valoir moins dn, le nombre d'électrons, fois la charge électrique élémentaire E, fois V vectoriel B. Alors ici on fait une hypothèse assez simple. L'hypothèse que tous les E-, tous les électrons, vont à la même vitesse. Alors, ensuite il va me rester à exprimer la vitesse d'un électron. Et ici, je sais que V, eh bien, c'est la dérivée d'un déplacement élémentaire que je vais appeler dl par rapport au temps. Et dl, je sais que ce sera un déplacement élémentaire le long du conducteur. Si le courant passe, ça veut dire que les électrons se déplacent le long du conducteur. Et finalement, eh bien, je vais maintenant mélanger toutes ces définitions. Je vais mélanger la définition de I avec la définition de la force de Lorentz magnétique qui s'exerce sur dn électrons et eh bien, la définition de la vitesse. Donc finalement, je vais obtenir que la force qui s'exerce sur les dn électrons contenus dans l'élément de conducteur de longueur dl. Eh bien, ce sera moins dn sur dt fois E. Je divise par dt. Fois V dt vectoriel B. Maintenant, j'opère étape par étape. Ici, j'identifie l'intensité I. Ici, j'identifie l'élément de longueur dl. Et ici, j'ai le champ magnétique B qui est toujours présent. Donc là, j'ai bien montré que la force de Lorentz magnétique qui s'exerce sur les dn électrons contenus dans l'élément de longueur dl du conducteur, ça nous donne bien une force élémentaire, dfl, qui vaudra I dl vectoriel B. Donc j'ai montré finalement que la force de Laplace résulte de l'ensemble des forces de Lorentz qui s'exercent sur les électrons mobiles des électrons du conducteur. Alors, une fois ce résultat démontré, eh bien je peux évidemment l'appliquer sur un fil électrique rectiligne de longueur L plongé dans un champ magnétique uniforme. Pas de problème. Et dans la mesure où j'ai affaire à un produit vectoriel, eh bien je sais que la norme du vecteur généré est reliée directement au sinus de l'angle entre les deux vecteurs qui ont permis de créer le produit vectoriel. Alors, une remarque importante, si on veut déterminer la résultante des forces de Laplace, eh bien ce qu'il faut faire en général, c'est intégrer sur l'ensemble du conducteur
le produit IDL qui dépend du point M, vectoriel B, qui peut lui aussi dépendre du point M. Donc là, il faut sommer toutes les contributions donc associées à chacune des forces élémentaires DFL s'exerçant sur l'élément DL au voisinage de M. Donc là, si pour une raison X ou Y, l'orientation du conducteur varie, ou le champ magnétique varie dans l'espace, eh bien vous voyez qu'on pourra directement, comme ça, trouver la force globale en intégrant sur l'ensemble des éléments de longueur DL du circuit. Donc ça, c'est relativement important. Et donc, si on le fait pour la résultante des forces de Laplace, on peut aussi travailler sur les moments des forces de Laplace, en disant à ce moment-là que le moment par rapport à O de la force de Laplace, c'est l'intégrale pour M appartenant au conducteur de OM vectoriel DFL, donc l'intégrale pour M appartenant au conducteur des OM vectoriel IDL de M vectoriel B de M. Donc vous voyez, je suis obligé de sommer toutes les forces élémentaires s'exerçant sur chacun des éléments de longueur DL, et pour déterminer le moment, je suis obligé de faire la même chose, entre guillemets, en tout point du conducteur. Ok, alors, maintenant on va essayer de mettre en application tout ce qu'on a vu ici, et essayer d'étudier le dispositif des rails de Laplace. Alors, ici, on fait attention à une chose. Pour l'instant, on fait un exemple qui va être faux au niveau des conclusions, car incomplet. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la force de Laplace, mais on ne va pas prendre en compte l'effet du mouvement de l'électron sur des électrons dans le circuit et l'effet du mouvement de la barre sur le circuit au global. Donc là, on va faire une étude qui va être foncièrement incomplète. On la complétera dans le prochain chapitre quand on aura vu toutes les lois de ce qu'on appelle l'induction. Donc bon, on fait une première étude, les calculs de force vont être corrects, mais les équations du mouvement seront incomplètes. Alors, ici, donc le système qu'on va considérer, ce sera la barre mobile de masse petit m, de longueur L, et de centre d'inertie G. Alors, cette barre mobile, elle va être située dans le circuit où on va avoir un générateur on va la poser à ce niveau-là, la barre mobile, hop. Donc là, on a notre système. On a le point G, le centre de gravité qui sera au centre. On va positionner arbitrairement ici, par exemple, la borne plus du générateur. Donc on va avoir I ici. On va positionner trois axes, dans la mesure où on va avoir besoin
eh bien, de définir ici des produits vectoriels. On a besoin de travailler dans R3. Donc ici, on va avoir l'axe des X, l'axe des Y, et pour respecter le fait que les trois axes forment une base orthonormée directe, il me faut un axe des Z. Ici, non pas vers le haut comme je l'ai représenté, mais vers le bas. Donc rappelez-vous, hein, si vous voulez travailler sur des produits vectoriels, il va vous falloir travailler sur des bases orthonormées directes. Alors, derrière, qu'est-ce que je vais positionner? Eh bien, je vais positionner les éléments dont j'ai besoin, donc B et I. B et I, et ensuite je vais pouvoir déterminer le sens de F directement. Donc l'intensité ici, on sait qu'elle sort du pôle plus du générateur pour rentrer dans le pôle moins du générateur. Donc on voit le sens de l'intensité dans la barre mobile ici qui sera défini selon moins EY directement. Le champ magnétique B, alors ici bon, on va le placer arbitrairement comme sur le schéma précédent à ce niveau-là. Donc on va avoir un champ magnétique B qui va être selon plus EZ. Et donc toute la zone sera plongée dans un champ magnétique B. De cette manière. Un champ magnétique B donc qui va être uniforme. À ce moment-là, la règle des trois doigts de la main droite va m'indiquer instantanément comment se trouve la force. On rappelle le trièdre, F associé pour le majeur, associé au majeur, B et I. Donc j'ai B qui plonge vers le bas, voilà, tout simplement vers l'axe des Z, enfin vers UZ. J'ai I qui est selon moins EY, donc je vais avoir une force qui ramène le rail vers le générateur. Donc ici, je sais instantanément que la force de la place va être orientée de cette manière. Donc grâce à la règle des trois doigts de la main droite. Alors, je travaille ici, évidemment, dans le référentiel du laboratoire que je suppose galiléen. Alors on fait attention, ça, la première fois qu'on l'écrit dans un sujet, quand on traite un sujet d'écrit, il faut l'écrire en toutes lettres. Ensuite, on peut compacter les notations. Et le bilan des forces qui s'exerce sur le système va faire apparaître le poids P et Rn, la réaction normale des rails qui se compense. Et donc simplement la force de la place qui va valoir ici, alors la somme des IDL vectoriel B le long de la barre. Comme B ne varie pas, I ne varie pas, eh bien je peux intégrer directement et dire que si j'ai une barre de longueur L, eh bien je vais avoir IL selon moins EY, vectoriel B selon plus EZ. Moins EY vectoriel EZ, ça me donne moins EX. Alors si vous avez un petit peu de mal à faire ceci de cette manière, vous pouvez simplement sortir ILB et écrire 0, moins 1, 0, vectoriel 0, 0, 1. Ok, donc ici, la force de la place, on voit que ce sera bien ILB selon moins EX. Donc, ce qui était donné par la règle des trois doigts de la main droite se retrouve ici. Derrière, ce qu'il va suffire de faire pour déterminer l'équation du mouvement, c'est appliquer le principe fondamental de la dynamique, qui va me dire que la masse fois l'accélération, donc ici pour la barre mx point EX, vaut la force de la place, donc moins ILB EX. Donc je sais maintenant que je dois résoudre une équation de la forme x point
qui vaudra moins ILB sur M. Donc ici, ce serait un mouvement à vecteur accélération constant. Et là, on fait attention à une chose. C'est à partir de ce moment, en fait, à partir du bilan des forces, que l'on commence à faire des choses fausses. On verra pourquoi plus tard. Qu'ici, ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est faux car incomplet. Donc si cette étude était complète, évidemment, on aura un mouvement à vecteur accélération constant. Et donc, on finirait par obtenir que m dv sur dt vaut moins i fois L fois B, et à partir de là, par intégration successive, eh bien, on pourrait résoudre ce problème. Donc ici, les intégrations successives me donneraient V qui vaut moins IL fois B sur M fois T, et donc X, plus V0 si on avait une vitesse de départ, et donc X de T qui vaudrait moins IL B sur 2M T carré plus V0T plus X0. Donc ici, on aurait dans l'idée finalement que si l'on fait circuler un courant dans un circuit, on fait croître la vitesse indéfiniment. C'est-à-dire que finalement, là, les équations du mouvement nous montreraient une sorte de possibilité, en consommant une puissance finie, la puissance du générateur finalement qui ne bougerait pas, de créer une énergie cinétique de plus en plus grande, sans finalement de limite haute, on peut dire. Donc là, on voit qu'il y a, comme qui dirait, un petit problème à ce niveau-là. Et on va voir que ce petit problème est résolu grâce aux lois de l'induction qu'on va traiter dans le prochain chapitre. Donc pour l'instant, en fait, on va juste s'entraîner à calculer la force de Laplace, voir comment la force de Laplace agit sur les équations du mouvement. Mais on va garder dans un coin de la mémoire que ce qu'on est en train de voir ici est incomplet. Alors, pour ce qui est de la puissance de la force de Laplace, ici on va arriver à un résultat assez curieux. En effet, maintenant, V est la vitesse de déplacement du conducteur. Dans la mesure où dFL vaut IDL vectoriel B, on voit que la force va être forcément perpendiculaire à DL, donc à I. Et donc ici, on va trouver une puissance de la force de Laplace qui sera bien souvent non nulle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir créer un déplacement de conducteur. Alors c'est curieux parce qu'au départ, ce qui est caché derrière cette force, c'est la force de Lorentz qui, elle, ne transfère pas de puissance aux charges, c'est-à-dire ne permet pas de faire varier leur vitesse. Donc en transmettant via la force de Lorentz magnétique, en créant finalement une déviation grâce à la force de Lorentz magnétique des électrons dans le conducteur, on finit par créer une énergie cinétique globale de déplacement de ce conducteur. Alors ici, comment est-ce que c'est rendu possible? Eh bien parce que la déviation des électrons, sans modification de leur vitesse, crée l'aspiration du réseau de cations positifs qui était initialement immobile. Donc ici, c'est le transfert de quantité de mouvement au réseau de cations initialement immobile
qui permet d'associer une puissance non nulle à la force de Laplace. En fait, c'est une sorte de réaction en chaîne si on veut. Alors, pour ce qui est de l'étude de l'expérience des rails de Laplace, eh bien on peut reprendre la puissance des actions de Laplace déterminées précédemment. On a dit que la force de Laplace était moins ILB EX. On sait que V, ce sera VEX ou X.EX. On a un déplacement uniquement selon l'axe des X. Donc en mélangeant les deux, on va arriver au fait que la puissance de la force de Laplace, ce sera moins I fois L fois B fois V. Et donc ici on retrouve bien une vitesse négative, donc selon moins EX, ce qui donne une puissance positive qui va augmenter l'énergie cinétique de la barre. Donc ici, on obtient un résultat cohérent parce qu'on avait posé V égale X points et qu'on a vu que le déplacement était créé vers les X décroissants pour la barre. Et donc le théorème de l'énergie cinétique ou de la puissance cinétique ici va nous dire que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps de la barre vaut la somme des puissances des forces s'exerçant sur le mobile. Ici le poids et la réaction des rails se compensent donc et sont perpendiculaires au déplacement. Donc on va juste avoir DEC sur DT qui vaut la puissance de la force de Laplace. Donc ici, DEC sur DT, on sait que c'est D sur DT de 1/2 de la masse de la barre fois sa vitesse au carré, qui va valoir moins I fois L fois B fois V. Donc on va finir par obtenir M dV sur dt, la dérivée par rapport au temps de 1/2 de mv carré, qui va être égal à moins ILB fois V. Je simplifie par V, ici, vous voyez, dérivée par rapport au temps de 1/2 de mv carré, M dV sur dt fois V. Et donc ici, en simplifiant par V, eh bien, je vais retrouver que M dV sur dt vaut moins I fois L fois B. Donc là, vous voyez que les théorèmes énergétiques, finalement, vont permettre de comment on va dire ça, de trouver à nouveau l'équation du mouvement. Alors, ici on a vu quelque chose, un résultat très important, c'est que si on plonge un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique, on crée un mouvement de ce conducteur. Ce mouvement est lié à la déviation des électrons par la force de Lorentz magnétique, qui crée une sorte d'aspiration du réseau de cations positifs du conducteur, et c'est cette aspiration du réseau de cations qui crée un mouvement global du conducteur. Donc ici, les forces de Lorentz magnétique microscopiques exercées sur chaque électron finissent par générer un déplacement global du réseau de cations constituant le conducteur. Et donc, ici, on a vu comment traduire cette influence sur le conducteur en global. On a vu que ça se faisait par l'intermédiaire de la force de Laplace. Et la force de Laplace, eh bien, c'est une force qui va respecter la règle des 3 doigts de la main droite, au même titre que la force de Lorentz. C'est-à-dire que derrière ces calculs de force, il se cache des produits vectoriels. Et donc ici, retenez la fameuse règle. F associé au majeur pour la force, B pour le champ magnétique, et I pour l'intensité. Ce qui nous fait FBI. Demain, nous allons voir que si des forces se créent sur des conducteurs, il peut aussi se créer des moments de force. Et si des moments de force se créent, eh bien ça veut dire que l'on peut, grâce à des courants et des champs magnétiques, faire tourner des conducteurs. Et là, on va avoir dans l'idée qu'on peut peut-être créer des moteurs. Des moteurs à partir de la circulation d'un courant. Pensez au TGV, aux machines à laver, 2 exemples très classiques. Si on est encore un petit peu plus rusé, et qu'on va encore un petit peu plus loin, on peut se dire que si
Un passage de courant peut créer la rotation d'une pièce mécanique, peut-être que la rotation d'une pièce mécanique peut créer le passage d'un courant. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'idée de l'alternateur, que vous avez expérimenté si vous avez fait du vélo avec des phares alimentés par ce type de dispositif, et plus généralement, vous l'avez expérimenté à chaque fois que vous avez appuyé sur un interrupteur, car la plupart de l'électricité en France est produite soit par de l'hydroélectrique, soit par du nucléaire, et dans les deux cas, on va avoir une transformation d'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.